Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil se couchait sur la plage de Saint-Tropez, peignant le ciel azuréen de teintes dorées, qui se reflétait dans les fenêtres miroitantes de l'immeuble Méditerranée, une imposante construction de 20 étages où occupait le penthouse François Dufresne, l'un des entrepreneurs les plus prospères et mystérieux de Nice. À 58 ans, François avait bâti un empire dans le secteur du bâtiment, mais vivait comme un fantôme dans son propre palais de verre et de marbre. Le duplex était décoré d'œuvres d'art précieuses, de meubles au design exclusif et de technologies de pointe, mais rien de tout cela ne parvenait à combler le silence assourdissant qui dominait les lieux. Chaque objet semblait raconter une histoire interrompue, comme si le temps s'était figé il y a exactement 20 ans, lorsque Céline, son épouse, avait quitté ce monde après une longue maladie. Ce soir-là, comme tous les autres, François dînait seul sur la terrasse qui offrait une vue panoramique sur le littoral. Son visage austère, marqué par des rides profondes qui trahissaient plus de souffrance que d'âge, restait impassible, tandis qu'il dégustait mécaniquement le dîner, préparé par la gouvernante. « Excusez-moi, monsieur, dit Pierre, le majordome qui le servait depuis plus de 3 décennies. Je dois vous informer que madame Jacqueline, la femme de ménage, a décidé de prendre sa retraite. Elle a envoyé cette lettre pour vous dire au revoir et vous remercier pour ses années de service. » François ne montra aucune réaction. Jacqueline n'était qu'une employée de plus, bien qu'elle fût là presque aussi longtemps que Pierre. Les gens allaient et venaient dans sa vie sans laisser de traces. Après le départ de Céline, il était devenu imperméable à tout nouveau lien. « Engagez quelqu'un, répondit-il sèchement, sans détourner son regard de l'horizon où les lumières de la ville commençaient à briller. Pierre hésita un moment. « J'ai déjà pris des dispositions, monsieur. Une jeune femme s'est présentée aujourd'hui avec d'excellentes références. Elle s'appelle Sophie Martin. Elle commencera demain, si vous l'autorisez. » François se contenta d'un signe de tête, congédiant le majordome. Peu importait qui nettoierait les pièces vides de son existence. La seule personne qui comptait était partie, ne laissant derrière elle que des souvenirs qui le hantaient à chaque coin. Le lendemain matin, alors qu'il travaillait dans son bureau revêtu de bois sombre, François entendit quelque chose qui n'avait pas résonné dans cet appartement depuis longtemps. Une mélodie. Quelqu'un fredonnait une chanson populaire française, d'une voix douce et juste. Intrigué et légèrement irrité par cette rupture dans sa routine silencieuse, il se leva et suivit le son jusqu'au couloir. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Sophie avait un peu plus de 30 ans, la peau claire, des cheveux bouclés attachés en un chignon sans prétention et un sourire qui semblait illuminer l'espace autour d'elle. Elle nettoyait les vitres des fenêtres avec des mouvements rythmés complètement absorbés par sa tâche et sa musique. « Madame, pourrait-elle faire moins de bruit ?» La voix grave de François trancha l'air, faisant sursauter Sophie. « 1000 Pardon, monsieur Dufresne. » Elle se retourna, surprise mais sans perdre son sourire. « Je ne me suis pas rendu compte que je vous dérangeais. C'est que j'ai l'habitude de chanter en travaillant. Ça aide le temps à passer plus vite, vous. Savez? Mais je promets de rester silencieuse. » Il y avait quelque chose dans la manière naturelle de Sophie qui prit François au dépourvu. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec autant de simplicité, sans la crainte révérentielle qu'imposait sa figure. « Gardez simplement le volume bas, » répondit-il, essayant de maintenir un air sérieux, mais sans parvenir à imprimer la froideur habituelle dans sa voix. Sophie acquiesça énergiquement. « Comptez sur moi, je vais chanter juste pour moi comme ça. » Et elle démontra, chuchotant la mélodie de façon comique, comme si elle se confiait un secret à elle-même. Pendant un très bref instant, quelque chose ressemblant à un sourire menaça d'apparaître sur les lèvres de François, mais il se reprit rapidement et retourna dans son bureau. Cependant, durant tout le reste de la matinée, il ne parvint pas à se concentrer totalement sur ses chiffres et ses contrats. La mélodie, même ayant cessé, semblait persister dans l'air comme un parfum têtu. Dans les jours qui suivirent, la présence de Sophie devint une constante perturbatrice dans la routine monotone de François. Elle était efficace dans son travail, il ne pouvait le nier, mais elle portait en elle une énergie qui contrastait violemment avec l'atmosphère sombre du penthouse. Les pièces semblaient plus claires quand elle passait, non seulement par la propreté impeccable, mais par quelque chose d'inexplicable qui émanait de sa présence.
Un certain matin, alors que François prenait son café dans la salle à manger, il observa Sophie qui rangeait les livres de la bibliothèque. Elle s'arrêtait, occasionnellement pour examiner un titre avec un intérêt sincère. « Vous aimez lire ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse la retenir. Sophie se retourna, surprise qu'il ait entamé une conversation. « J'adore, mais je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je travaille dans 2 maisons et j'étudie encore le soir. »« Qu'étudiez-vous » François fut surpris par son propre intérêt. « La pédagogie. Je veux être enseignante, » répondit-elle avec des yeux brillants. « J'ai toujours pensé qu'enseigner aux enfants, c'est comme planter des graines d'espoir, vous savez. On ne voit pas le résultat tout de suite, mais un jour ça porte ses fruits. » La métaphore frappa François comme une vague inattendue. Céline parlait aussi comme ça, avec des métaphores pleines de vie et d'espoir. Elle avait été professeure de musique, croyait au pouvoir transformateur de l'art dans la vie des gens. « Vous pouvez emprunter n'importe quel livre qui vous intéresse, » dit-il, se levant brusquement pour cacher l'émotion que ce souvenir avait réveillée. Le visage de Sophie s'illumina. « Vraiment ? Oh, merci beaucoup. J'en prendrai soin comme s'il était à moi, je vous le promets. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, François alla dans la chambre qui était restée intacte depuis le départ de Céline. C'était un sanctuaire silencieux, avec le piano à queue blanc qu'elle aimait tant, des partitions encore rangées comme si elles attendèrent d'être jouées, et des photographies figées dans le temps. Il s'assit au bord du lit et permit au souvenir de couler. Pourquoi cette jeune femme de ménage lui rappelait-elle tant Céline? Il n'y avait aucune ressemblance physique entre elles, mais quelque chose dans les sens, dans la façon de voir la vie avec des yeux pleins d'espoir, établissait une connexion troublante. François ne le savait pas, mais ce simple geste d'offrir un livre marquait le début d'une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Une petite brèche par où, après 20 ans, un filet de lumière commençait à pénétrer dans les ombres de son existence. Les semaines passèrent, et peu à peu, la présence de Sophie devint moins une intrusion et plus une partie de la routine de François. C'était curieux comme il commençait à anticiper les jours où elle viendrait travailler dans le penthouse. Sans se l'avouer, ses oreilles étaient attentives au son de son arrivée. Le bruit discret de l'ascenseur, le salut joyeux à Pierre, les mélodies qu'elle fredonnait en travaillant. Un matin pluvieux de juin, François fut surpris par un arôme qu'il n'avait pas senti dans sa maison depuis longtemps, l'odeur douce et réconfortante d'un gâteau au citron. Suivant l'arôme jusqu'à la cuisine, il trouva Sophie retirant du four un moule doré, tout en conversant joyeusement avec Madame Leroy, la cuisinière qui travaillait en silence depuis des années. « Bonjour, Monsieur Dufresne. » Sophie le salua avec son habituel sourire radieux. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Madame Leroy et j'ai demandé la permission à Pierre d'utiliser la cuisine. C'est une recette de ma grand-mère. Gâteau au citron avec glaçage. » François resta momentanément sans réaction. Les règles tacites de sa maison étaient brisées une à une par cette femme, mais étrangement il n'arrivait pas à ressentir de colère. « En voulez-vous un morceau ?» offrit Sophie, coupant déjà une part avant même d'entendre la réponse. Madame Leroy, une dame d'une 60aine d'années qui parlait rarement, observait la scène avec des yeux écarquillés, craignant clairement une réprimande de son employeur. La surprise des 2 femmes, François accepta l'assiette et s'assit à la table de la cuisine, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. La première bouchée le transporta instantanément dans son enfance en Provence, dans la cuisine de sa grand-mère maternelle, où il passait les vacances scolaires. « C'est délicieux », murmura-t-il, presque inaudible. Le sourire de Sophie s'élargit encore plus, tandis que Madame Leroy semblait ne pas croire ce dont elle était témoin. « Ma grand-mère disait que la nourriture a le pouvoir de guérir l'âme », commenta Sophie, s'asseyant aussi à table, avec un naturel qui défiait toutes les hiérarchies de cette maison. Elle venait du sud de la France et connaissait des recettes qui se transmettaient de génération en génération. Elle disait que chaque plat porte l'histoire de celui qui l'a enseigné. François mâchait lentement, permettant au souvenir, éveillé par la saveur familière d'affleurer. Il se souvint de Céline qui adorait cuisiner les fins de semaine. Après son départ, la cuisine était devenue seulement un espace fonctionnel, sans vie. « Avez-vous toujours été ainsi ?» La question s'échappa avant qu'il ne puisse la contenir. « Ainsi comment ?»
Sophie inclina la tête, curieuse. « Si, vivante, » répondit-il, sans trouver de meilleurs mots. Sophie rit, un son cristallin qui résonna dans la cuisine. « Ah, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. J'ai aussi mes jours difficiles. Mais j'ai appris de ma mère qu'on peut choisir comment on affronte la vie, même quand elle n'est pas facile. Et je choisis de voir la beauté dans les petites choses. » La simplicité de cette philosophie contrastait avec la complexité des pensées sombres qui habitaient l'esprit de François depuis si longtemps. Comment quelqu'un qui travaillait dur, dans 2 emplois, étudiant encore le soir, pouvait maintenir cette lumière intérieure? Dans les jours qui suivirent, François se surprit à observer Sophie avec plus d'attention. Il remarqua comment elle parlait aux plantes en les arrosant, comment elle chantait différentes chansons selon la pièce qu'elle nettoyait, comment elle laissait de petits arrangements de fleurs sauvages, qu'elle cueillait probablement en chemin vers le travail, dans des coins stratégiques de la maison. Un jour, en rentrant plus tôt d'une réunion, il la trouva dans la bibliothèque, absorbée dans la lecture d'un des livres qu'il lui avait permis d'emprunter. C'était un recueil de poésie de Victor Hugo. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse doucement la gorge. « Excusez-moi !» Elle ferma rapidement le livre, embarrassée. « J'ai déjà terminé mon travail, je profitais juste de quelques minutes avant de partir. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-il, faisant un geste pour qu'elle reste assise. « Quel poème lisiez-vous » Sophie hésita un moment, puis rouvrit le livre. « Demain, dès l'aube, celui sur la mort de sa fille. C'est beau, mais un peu triste. » François s'approcha et s'assit dans le fauteuil opposé. « Connaissez-vous l'interprétation la plus commune de ce poème ?»« Sur le deuil et la promesse ?» hasarda-t-elle. « Oui, mais ça va au-delà, » expliqua François, se surprenant par son propre enthousiasme. « C'est sur la façon dont certaines expériences restent gravées dans nos mémoires, comme des pierres que nous ne pouvons pas retirer du chemin. »« Comme des traumatismes ?» demanda Sophie, ses yeux sombres fixés sur lui avec un intérêt sincère. « Ou des pertes ?» répondit-il, détournant le regard vers la fenêtre où l'après-midi niçois commençait à prendre congé. Un silence confortable s'établit entre eux, jusqu'à ce que Sophie, avec sa spontanéité habituelle, brise le moment. « Avez-vous déjà pensé que vous n'avez peut-être pas besoin d'enlever la pierre, que vous pourriez peut-être construire quelque chose avec elle, au lieu d'essayer de la retirer du chemin ?» La question apparemment simple frappa François comme un éclair. En 20 ans, personne n'avait suggéré que sa douleur puisse être transformée en quelque chose de différent, qu'elle n'avait pas besoin d'être juste un obstacle à contourner ou ignorer. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Pierre informant que son fils, Mathieu, était dans le hall de l'immeuble. « Je dois y aller, » dit Sophie, se levant rapidement. « Mon autre travail commence bientôt. Puis-je rendre ce livre la semaine prochaine ?» François acquiesça, encore absorbé par l'impact des paroles de Sophie. Quand la porte de la bibliothèque se referma, il resta immobile, contemplant comment une simple femme de ménage parvenait, avec peu de mots, à démolir les structures de pensée qu'il avait méticuleusement construites pendant 2 décennies. Là, visite inattendue de Mathieu interrompit ses pensées. Son fils unique, maintenant âgé de 35 ans, était pratiquement un étranger. Après le départ de Céline, François s'était éloigné émotionnellement, incapable de gérer la douleur reflétée dans les yeux de son fils, si semblable à ceux de sa mère. Mathieu avait grandi sous les soins de sa grand-mère maternelle et maintenant adulte, entretenait seulement une relation formelle et distante avec son père. « Ça fait longtemps, papa », dit Mathieu en entrant dans le salon. Grand comme François, mais avec les traits délicats de Céline, il s'habillait avec l'élégance discrète des nouveaux entrepreneurs niçois. « À quoi dois-je cette visite ?» demanda François, offrant un verre qui fut poliment refusé. « Je suis venu apporter personnellement l'invitation à mon mariage, » répondit Mathieu, tendant une enveloppe de papier texturé. « Ce sera dans 2 mois. » François reçut l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. Son fils allait se marier et il connaissait à peine la fiancée. Quel genre de père était-il devenu? « Je serais honoré d'y assister, » répondit-il. Formellement. Mathieu acquiesça sans montrer beaucoup d'émotion. « J'espère que cette fois vous apparaîtrez vraiment, » dit-il, faisant référence aux nombreuses occasions importantes que François avait manquées au fil des ans, toujours avec l'excuse du travail. Quand Mathieu sortit, François sentit le poids de ses choix comme jamais auparavant.
La visite de son fils, combinée aux paroles de Sophie sur la transformation des pierres en construction, planta une graine d'inquiétude dans son esprit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il commença à remettre en question le mur qu'il avait érigé autour de lui-même. La routine dans le penthouse de l'immeuble Méditerranée commençait à prendre de nouveaux contours. Les jours où Sophie apparaissait apportaient une énergie différente à l'environnement, comme si les murs absorbaient un peu de sa vitalité. François, bien que réticent, se sentait de plus en plus à l'aise avec cette présence qui défiait son isolement auto-imposé. Un jeudi après-midi, alors qu'il organisait quelques documents dans son bureau, François entendit un bruit sec provenant de la chambre qui avait appartenu à Céline, suivi d'une exclamation étouffée. Poussé par une curiosité qu'il ne parvint pas à contrôler, il se dirigea vers le lieu qu'il visitait rarement. En ouvrant la porte, il trouva Sophie agenouillée sur le sol, ramassant des partitions qui étaient tombées d'une boîte. Elle leva les yeux, visiblement embarrassée d'être dans cet espace presque sacré. « Je suis désolée, monsieur Dufresne, dit-elle rapidement. Pierre m'a demandé de nettoyer cette chambre aujourd'hui. Il a dit qu'il était temps d'aérer un peu l'environnement. Je ne voulais pas toucher à quoi que ce soit d'important. J'étais juste en train d'épousseter quand cette boîte a glissé. » François sentit l'impulsion initiale de la réprimander, de dire que personne ne devrait toucher aux affaires de Céline, mais quelque chose le retint. Peut-être étaient-ce les yeux sincèrement désolés de Sophie, ou peut-être était-ce le fait que, pour la première fois en 2 décennies, quelqu'un d'autre que lui manipulait ses partitions avec un soin authentique. « Ce n'est rien, » répondit-il, s'approchant pour l'aider. « Ce ne sont que de vieux papiers. » Tandis qu'il ramassait les partitions éparpillées, les doigts de Sophie touchèrent une enveloppe jaunie qui avait glissé sous la commode. Elle la prit délicatement, et en la retournant, ses yeux s'écarquillèrent en lisant le nom écrit d'une calligraphie élégante sur le devant, pour François. « Monsieur Dufresne, » appela-t-elle d'une voix douce tendant l'enveloppe, « je crois que c'est pour vous. » François reconnut immédiatement l'écriture de Céline. Ses mains tremblèrent légèrement en prenant l'enveloppe. Comment n'avait-il jamais trouvé cette lettre auparavant? Combien de fois était-il entré? Dans cette chambre, avait-il touché cette boîte de partitions sans jamais remarquer son existence? « Excusez-moi, » murmura Sophie, percevant l'émotion sur le visage de son employeur. « Je terminerai le nettoyage plus tard. » Elle sortit discrètement, fermant la porte derrière elle, laissant François seul avec la lettre et ses souvenirs. Il s'assit au bord du lit, le même endroit où il avait l'habitude de s'asseoir pour écouter Céline jouer du piano les dimanches après-midi. Avec un soin presque révérentiel, il ouvrit l'enveloppe, préservée par le temps comme un trésor oublié. « Mon cher François », commençait la lettre, écrite de l'écriture ferme et élégante qu'il connaissait si bien. « Si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés physiquement. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis mon départ, mais je sais que, te connaissant comme je te connais, tu t'es probablement enfermé dans ta douleur comme une coquille protège sa perle. » Les mots de Céline, venus du passé, traversèrent les 2 décennies de silence comme des flèches précises. François sentit des larmes. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré, embué sa vision? « Mon amour, la vie est un cadeau trop précieux pour être vécu. À moitié. Ne permets pas que mon absence soit plus grande que la présence de tout ce qui peut encore être vécu. Mathieu aura besoin de toi, entier et présent. Et toi, mon entêté François, tu auras besoin de quelqu'un qui ramène la musique dans ta vie. » La lettre continuait avec Céline parlant de ses rêves pour l'avenir de Mathieu, de comment elle aimerait que la fondation de musique qu'ils avaient commencé ensemble continue, de comment elle souhaitait que François trouve des raisons de sourire à nouveau. « Promets-moi, François, que tu ne transformeras pas notre amour en prison, que tu utiliseras le manque non comme un poids, mais comme une impulsion pour vivre chaque jour pleinement. Promets-moi que tu permettras à de nouvelles mélodies de remplir les espaces que j'ai laissés vides. C'est ma dernière demande, et mon plus grand désir, te voir d'où je serai, danser à nouveau avec la vie. » La lettre se terminait par une phrase qui était comme un secret entre eux. Dans chaque note de piano, dans chaque coucher de soleil, dans chaque gorgée. « De café le matin, je serai avec toi. Avec tout mon amour éternellement, Céline. » François laissa les larmes couler librement, se permettant pour la première fois en 20 ans de ressentir complètement la douleur de la perte,
sans barrière, sans retenue. C'était comme si la lettre avait ouvert une vanne dans son cœur, libérant non seulement la tristesse contenue, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Les mots de Céline étaient une absolution dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Quand il réussit enfin à se ressaisir, la nuit était déjà tombée. Il sortit de la chambre en tenant la lettre contre sa poitrine et trouva Pierre, dans le couloir avec une expression préoccupée. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda le fidèle majordome qui avait été témoin de près de son déclin émotionnel après la perte de Céline. « Oui, Pierre », répondit François avec une voix différente, comme si quelque chose s'était transformé en lui. « Mademoiselle Sophie est-elle encore ici ?»« Non, monsieur. Elle est partie il y a quelques heures, semblant assez préoccupée pour vous. » François acquiesça, pensif. « Demain, quand elle viendra, j'aimerais que vous l'envoyiez à mon bureau dès son arrivée. » Pierre acquiesça sans cacher sa surprise, face à cette demande inhabituelle. Le lendemain matin, Sophie arriva ponctuellement à 8 heures, comme d'habitude. En étant informée par Pierre que son employeur voulait la voir, son visage exprima un mélange d'appréhension et de curiosité. « Bonjour, monsieur Dufresne », dit-elle en entrant dans le bureau où François l'attendait debout, regardant par la fenêtre la mer Méditerranée. « Bonjour, Sophie », répondit-il, se tournant pour la regarder. Ses yeux, normalement froids et distants, avaient un éclat différent ce matin-là. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle obéit, ajustant nerveusement l'uniforme simple qu'elle portait pour travailler. « Je voudrais vous remercier, » commença-t-il, d'une voix que Sophie n'avait jamais entendue auparavant, plus douce, presque vulnérable, pour avoir trouvé cette lettre hier. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. C'était un accident, » répondit-elle, se détendant un peu en réalisant qu'elle ne serait pas réprimandée. « Les accidents sont parfois simplement le destin déguisé, » commenta François, s'asseyant en face d'elle. « Cette lettre a été écrite par mon épouse avant son départ. D'une façon ou d'une autre, elle est restée cachée toutes ces années, attendant le bon moment pour être trouvée. » Sophie sourit gentiment, sans l'interrompre. « J'aimerais vous faire une proposition, » continua-t-il. « Il y a une fondation, la Fondation Mélodie, que mon épouse et moi avons créée il y a de nombreuses années. C'était un projet pour apporter l'éducation musicale aux enfants des quartiers défavorisés. Après son départ, j'ai négligé la fondation. Elle continue d'exister, mais pas avec le but original. J'aimerais la revitaliser et j'ai pensé qu'avec votre formation en pédagogie et votre amour évident pour la musique, vous pourriez m'aider. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise. « Moi ? Mais monsieur, je ne suis qu'une étudiante, je n'ai même pas encore mon diplôme. » « Vous avez quelque chose que les diplômes n'enseignent pas, Sophie. Vous avez une passion pour la vie et pour l'art. C'est ce que Céline valorisait par-dessus tout. » Il fit une pause, comme s'il rassemblait son courage. « Je vous offre un emploi à temps plein, avec un salaire supérieur à vos 2 emplois actuels combinés, et un horaire flexible pour que vous puissiez terminer vos études. » Sophie resta silencieuse quelques secondes, traitant l'offre inattendue. « Mais, et le nettoyage de votre maison ? » « J'engagerai quelqu'un d'autre, » répondit-il simplement. « Alors, acceptez-vous ?»« Oui, j'accepte, » s'exclama-t-elle, finalement incapable de contenir son émotion. « C'est une opportunité incroyable. Merci, monsieur Dufresne. »« François, » corrigea-t-il, « si nous allons travailler ensemble, vous pouvez m'appeler François. » Ce moment marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie des deux. François, poussé par les mots posthumes de Céline, faisait le premier pas pour sortir du cocon de solitude dans lequel il s'était enfermé. Sophie, sans le savoir, était l'instrument d'une transformation qui ne faisait que commencer. Le siège de la Fondation Mélodie se trouvait dans un hôtel particulier historique dans le quartier du Marais, avec vue sur la Seine. L'imposant bâtiment d'architecture classique française, restauré avec un soin méticuleux, semblait endormi lorsque François et Sophie arrivèrent ce matin ensoleillé. Les employés administratifs, habitués à voir le propriétaire uniquement lors de rares occasions formelles, furent visiblement surpris par sa présence et, plus encore, par la jeune inconnue qui l'accompagnait. « Bonjour », salua François à la réceptionniste d'âge moyen qui le regardait bouche bée. « Voici Sophie Martin, la nouvelle coordinatrice des projets éducatifs de la Fondation. Veuillez lui préparer un badge et un accès complet, s'il vous plaît. » La femme acquiesça rapidement, encore en train de digérer cette information inattendue,
tandis que François guidait Sophie pour une visite du bâtiment. Chaque salle révélait un peu plus de la vision originale de Céline. Des salles de classe équipées d'instruments de musique qui n'avaient pas été utilisés depuis des années, un petit auditorium à l'acoustique parfaite, une bibliothèque spécialisée en musique avec des partitions et des livres rares. « C'est incroyable », murmura Sophie, touchant avec révérence un piano à queue au centre de l'auditorium. Un endroit comme celui-ci, pratiquement abandonné. « Pas abandonné », corrigea François, avec une note défensive dans sa voix. La Fondation a continué à fonctionner administrativement, gérant un fonds qui finance des bourses d'études dans les conservatoires. Mais oui, le projet original d'enseignement direct aux enfants, celui-là a été interrompu. Sophie passa ses doigts sur les touches du piano, produisant une mélodie simple mais harmonieuse. « Vous savez jouer » demanda François, sincèrement, surpris. « Un peu », répondit-elle avec un sourire timide. « Ma mère nettoyait la maison d'une professeure de piano à Montmartre. Parfois, quand elle terminait son travail plus tôt, la professeure me laissait pratiquer. Je n'ai pas eu de cours formels, j'ai appris à l'oreille. » François l'observa un moment, remarquant comment ses mains se déplaçaient naturellement sur les touches, comme si elles conversaient avec l'instrument. C'était un talent brut, sans technique raffinée, mais il y avait quelque chose de sincère dans sa façon de se livrer à la musique. « Quel était le nom de cette professeure » demanda-t-il par curiosité. « Madame Élise Moreau » répondit Sophie, jouant toujours doucement. « Une dame merveilleuse, très patiente avec moi. Elle disait que j'avais une bonne oreille. » François eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Élise Moreau était une vieille amie de Céline. Elles avaient étudié ensemble au Conservatoire national de musique de Paris. « Vous avez connu mon épouse ?» La question sortit presque comme un murmure. Sophie arrêta brusquement de jouer, ses yeux rencontrant ceux de François avec une expression de choc. « Votre épouse était Céline Dufresne. »« La pianiste ?» La voix de Sophie trembla légèrement. Madame Moreau parlait d'elle avec tant d'affection. J'étais très petite, mais je me souviens de l'avoir vue quelquefois. Elle venait rendre visite à Madame Moreau et apportait toujours des sucreries pour moi. Le monde de François sembla tourner au ralenti. Par un jeu complexe du destin, Sophie avait connu Céline, avait été touchée par sa bonté des décennies auparavant, et maintenant elle était là, devant lui, comme un pont vivant vers le passé qu'il avait tenté d'enterrer. Elle donnait des cours aux enfants du quartier où j'habitais, continua Sophie, ses yeux maintenant embués de larmes. Un projet social de musique. J'y ai participé pendant quelques mois avant qu'elle ne puisse plus. Donnez de cours. François s'assit lourdement sur l'une des chaises de l'auditorium. Le projet auquel Sophie faisait référence était l'embryon de la Fondation Mélodie, initié par Céline avant même que la Fondation ne soit officiellement établie. « Alors vous étiez l'une de ses élèves », constata-t-il, ressentant une émotion indescriptible. « Une de ses dernières élèves. » Sophie acquiesça, essuyant discrètement une larme. « C'est grâce à elle que je suis tombée amoureuse de la musique et de l'éducation. Elle disait qu'enseigner était comme composer une symphonie, où chaque enfant était un instrument unique, avec son propre son, sa propre contribution. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. D'une manière ou d'une autre, le destin avait amené dans la vie de François quelqu'un qui portait en elle une graine plantée par Céline, comme elle l'avait écrit dans la lettre, « Quelqu'un qui ramène la musique dans ta vie ». Les jours qui suivirent furent consacrés à un travail intense à la Fondation. Sophie, avec son enthousiasme contagieux, aida à élaborer un plan pour revitaliser les programmes éducatifs. Son expérience en tant qu'élève de Céline, combinée à ses études en pédagogie, apportait une perspective précieuse et authentique au projet. François, quant à lui, redécouvrait le but qu'il avait perdu avec Céline. Le voir impliqué dans les réunions, discutant d'idées avec une passion renouvelée, surprenait les employés les plus anciens de la Fondation qui le connaissaient depuis des années, uniquement comme une figure distante et austère. Un après-midi. Particulièrement productif, alors qu'ils révisèrent le budget pour l'achat de nouveaux instruments, François remarqua que Sophie semblait particulièrement pensive. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, maintenant plus attentif aux états qu'à d'esprit de la jeune femme. « Non, ce n'est rien », répondit-elle initialement, mais face au regard insistant de François, elle continua. « C'est juste que... je me souviens de quelque chose que votre épouse a dit une fois, sur la façon dont la musique a le pouvoir de construire des ponts invisibles
entre les personnes. Je crois que je vois cela se produire ici, entre nous deux, entre vous et ce projet, entre le passé et le présent. François sentit un nœud dans la gorge. C'était exactement le genre d'observation que Céline aurait faite, cette capacité à voir des connexions profondes, là où d'autres ne verraient que des coïncidences. « Vous savez, » continua Sophie, « quand Madame Moreau a appris que j'allais travailler comme femme de ménage chez vous, elle m'a dit quelque chose de curieux. Elle a dit que ce n'était peut-être pas une coïncidence, que c'était peut-être la boucle qui se bouclait. À l'époque, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais maintenant... »« Vous êtes encore en contact avec Élise ?» demanda François l'interrompant. « Oui, bien sûr, elle est plus âgée, ne donne plus de cours, mais joue encore magnifiquement. Je lui rends visite une fois par mois. » François hésita un moment, comme s'il prenait une décision difficile. « Pensez-vous qu'elle aimerait me voir ?» Le sourire de Sophie illumina toute la pièce. « J'en suis certaine. Elle parle toujours de vous et de Madame Céline avec tant d'affection. Je pense qu'elle serait très heureuse. » Cette conversation ouvrit une porte de plus dans le labyrinthe émotionnel où François s'était perdu pendant tant d'années. Élise Moreau avait été comme une sœur pour Céline, mais après son départ, François avait coupé contact avec tous ceux qui lui rappelèrent des souvenirs douloureux, y compris avec la vieille amie de son épouse. Le lendemain, un samedi, ensoleillé, François se retrouva devant la porte d'un appartement à Montmartre, le cœur battant comme celui d'un adolescent. Sophie était à ses côtés, tenant un bouquet de lys, les fleurs préférées de Madame Moreau. « Ne vous inquiétez pas, » chuchota Sophie, percevant sa nervosité. « Elle sera très heureuse de vous voir. » La porte s'ouvrit, révélant une dame, élégante aux cheveux complètement blancs, attachés en un chignon impeccable. Ses yeux bleus, encore vifs et brillants, s'écarquillèrent de surprise avant de se remplir de larmes. « François !» La voix d'Élise trembla légèrement. « Mon Dieu, combien de temps !»« Bonjour, Élise, » répondit-il, se sentant simultanément honteux de l'abandon et soulagé des retrouvailles. « J'espère ne pas déranger. » Élise ouvrit les bras et, sans hésiter, enveloppa François dans une étreinte serrée. « Tu ne pourrais jamais déranger, mon cher. Je suis si heureuse que tu sois enfin venu. » L'appartement d'Élise était un témoignage de sa passion pour la musique. Des partitions méticuleusement organisées, un piano droit bien entretenu, des photographies de concerts et d'élèves au fil des décennies. Sur une étagère mise en évidence, François vit une photo qui le fit s'arrêter. Lui, Céline et Élise, jeunes et souriants, devant l'Opéra Garnier, la nuit où Céline avait fait ses débuts comme soliste. « Elle serait si fière de toi, » dit Élise, remarquant son regard fixé sur la photographie. « Pour reprendre le travail de la Fondation, pour vivre à nouveau. » Les visites à Madame Moreau devinrent un rituel du samedi pour François et Sophie. À chaque rencontre, plus d'histoires sur Céline émergeaient, plus de souvenirs étaient partagés, et le poids que François portait dans sa poitrine semblait diminuer progressivement. Élise, avec sa sagesse acquise au fil des ans, était devenue une sorte de conseillère pour eux deux, offrant des orientations tant pour les projets de la Fondation que pour le voyage émotionnel que François entreprenait. La Fondation Mélodie prenait une nouvelle vie. Après des semaines de planification intensive, le programme d'éducation musicale pour les enfants des quartiers défavorisés allait être relancé. De nouveaux instruments furent acquis, des professeurs engagés et des partenariats avec des écoles publiques établies. François, poussé par un objectif renouvelé, se consacrait entièrement au projet, trouvant dans la réalisation du rêve de Céline une façon d'honorer sa mémoire. Sophie, quant à elle, se révélait être une collaboratrice exceptionnelle. Sa connaissance théorique en pédagogie, combinée à son intuition naturelle et son expérience de vie, apportait une perspective unique au travail. Entre eux, une complicité grandissait chaque jour, nourrie par l'objectif partagé et les histoires qui les connectaient à travers Céline. Un matin pluvieux de septembre, François était dans son bureau à la Fondation, révisant des documents pour la cérémonie de réouverture, quand il entendit un bruit venant de l'auditorium, suivi d'un cri étouffé et du son inconfondable de quelque chose de lourd qui tombait. « Sophie » appela-t-il, se levant, rapidement. Il n'y eut pas de réponse. Le cœur battant, François courut vers l'auditorium pour trouver Sophie étendue sur le sol, près de la scène. Une échelle renversée à côté d'elle indiquait ce qui s'était passé. Elle essayait d'accrocher des banderoles décoratives pour l'événement d'inauguration
quand l'échelle avait glissé sur le sol ciré. « Sophie !» François s'agenouilla à côté d'elle, la panique s'emparant de son corps. La scène était terriblement familière. Céline aussi avait subi une chute, le début de la maladie qui l'avait finalement emportée. « Parlez-moi, s'il vous plaît. » Sophie gémit de douleur, ouvrant lentement les yeux. « François, je crois que je me suis fait mal à la cheville. » Le soulagement que François ressentit fut si intense qu'il faillit rire. « Dieu merci, j'ai eu peur. » Avec précaution, il aida Sophie à s'asseoir. Sa cheville commençait à enfler visiblement, et elle ne pouvait pas poser le pied au sol. « Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite, » déclara-t-il, sans laisser place à la discussion. Aux urgences, pendant qu'ils attendaient les résultats de la radiographie, François restait anormalement silencieux, son visage marqué par une préoccupation qui semblait disproportionnée par rapport à la situation. « Ce n'est qu'une entorse, François, » dit Sophie, essayant de le calmer. « Vous n'avez pas besoin d'être comme ça. » Il secoua la tête, incapable d'expliquer le tourbillon d'émotions que l'accident avait réveillé. Comment lui dire que, pendant un moment terrible, il avait pensé que l'histoire se répétait, que la peur de perdre à nouveau quelqu'un d'important l'avait paralysé. Important. Le mot résonna dans son esprit. Quand Sophie était-elle devenue si importante dans sa vie? Le médecin confirma le diagnostic. Une entorse modérée de la cheville, rien que quelques semaines de repos ne puissent guérir. Cependant, ces semaines signifiaient que Sophie ne pourrait pas se déplacer facilement, encore moins travailler à la fondation pendant les préparatifs finaux pour l'inauguration. « Vous allez rester chez moi », déclara François sur le chemin du retour, surprenant autant Sophie que lui-même par cette décision soudaine. « Comment ça? Ce n'est pas nécessaire, François. Je peux me débrouiller dans mon appartement. » « Votre appartement est au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, » lui rappela-t-il. « Comment comptez-vous monter et descendre les escaliers avec cette cheville? De plus, nous devons continuer à travailler sur les préparatifs pour l'inauguration. Chez moi, vous aurez tout le confort nécessaire pour récupérer et nous pourrons travailler ensemble. » La logique était impeccable, mais tous deux savaient qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette décision. Un besoin presque désespéré de François de garder Sophie sous ses soins, de la protéger. Quand ils arrivèrent au penthouse de l'immeuble Méditerranée, Pierre les accueillit avec une expression de surprise qui se transforma rapidement en efficacité discrète. En quelques minutes, la chambre d'amis était préparée, et Madame Leroy recevait des instructions pour préparer un repas spécial. « Je n'arrive pas à croire que vous faites tout ça pour une simple entorse », commenta Sophie, tandis que François l'aidait à s'installer confortablement dans le lit. « Ce n'est pas seulement pour l'entorse, » répondit-il sérieusement. « C'est parce que vous êtes importante pour le projet, pour la fondation. » Un bref silence s'établit entre eux, chargé de mots non dits. Sophie sourit doucement, comme si elle comprenait ce qu'il voulait vraiment dire. Les jours qui suivirent transformèrent la routine du penthouse. Ce qui était autrefois un espace silencieux et sombre était maintenant rempli par la présence vibrante de Sophie. Même limitée par sa mobilité réduite, elle irradiait une énergie et un optimisme qui contaminaient tous ceux autour d'elle. François, étonnamment, se révéla être un soignant attentionné. Il organisa son horaire pour pouvoir travailler à la maison, fournit des coussins spéciaux pour maintenir le pied de Sophie élevé et apprit même à préparer des compresses de glace à la fréquence recommandée par le médecin. Les soirées, autrefois si solitaires, se transformèrent en sessions de travail qui évoluaient souvent vers des conversations profondes sur la musique, l'art, la philosophie et la vie. François redécouvrait le plaisir du dialogue, de l'échange d'idées, de la compagnie. Lors d'une de ces soirées, alors qu'il révisait le programme du concert d'inauguration de la Fondation, Sophie fit une suggestion inattendue. « Et si nous incluions un morceau original, quelque chose composé spécialement pour l'occasion ?» François leva les sourcils, intrigué. « Vous pensez à un compositeur spécifique ?» Sophie hésita un moment, comme si elle rassemblait son courage. « En fait, j'ai écrit un petit morceau. C'est simple, rien d'élaboré, mais il a été inspiré par les histoires que vous et Madame Moreau avez racontées sur Céline. » François sentit son cœur s'accélérer. « Vous composez ?»« Pas professionnellement, » répondit-elle timidement, « mais j'aime créer des mélodies. Celle-ci, je l'ai écrite. » Ces dernières semaines,
pendant que nous travaillions à la Fondation. Je l'ai appelé « Ponts invisibles », inspiré par cette conversation que nous avons eue sur les connexions que la musique crée. « J'aimerais l'entendre », dit François, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. Sophie lui demanda d'apporter sa tablette où elle avait enregistré une version simple de la mélodie en utilisant une application de piano. La musique commença doucement, presque hésitante, comme une question posée. Progressivement, elle gagna en confiance, se transformant en une mélodie douce et mélancolique qui, d'une certaine façon, transmettait à la fois tristesse et espoir, comme un coucher de soleil qui, même marquant la fin d'une journée, promet une nouvelle aube. Quand les derniers accords se dissipèrent dans l'air, François resta silencieux, les yeux fermés, absorbant chaque note comme si c'était une nourriture pour son âme. « C'est magnifique », dit-il finalement, sa voix étranglée par l'émotion. Céline aurait adoré. Le sourire de Sophie illumina tout son visage. « Vous le pensez vraiment? Je n'ai pas eu d'éducation formelle en musique, alors… »« La technique peut s'apprendre, » interrompit François. « Mais la capacité de transmettre de l'émotion à travers la musique, ça, c'est un don. Vous avez ce don, Sophie. » Ce moment marqua un changement subtil mais significatif dans la relation entre eux. L'admiration mutuelle qui existait déjà s'approfondit, gagnant de nouvelles couches. François voyait en Sophie non seulement la jeune femme pleine de vie qui avait ramené la lumière dans son existence, mais aussi une artiste sensible, capable de traduire en musique ce que beaucoup ne pourraient pas exprimer avec des mots. La semaine suivante, alors que la cheville de Sophie montrait des signes d'amélioration, une visite inattendue apporta de nouveaux éléments à la dynamique qui s'était établie entre eux. Mathieu, le fils de François, apparut sans prévenir, apparemment pour discuter des détails du mariage. La surprise sur le visage de Mathieu en trouvant une jeune inconnue confortablement installée dans la maison de son père était évidente. Plus surprenante encore fut de voir François préparer du thé dans la cuisine, quelque chose que son fils n'avait jamais vu auparavant. « Je ne savais pas que vous aviez de la visite, père », commenta Mathieu, avec une curiosité à peine dissimulée. « Sophie est hébergée ici temporairement, » expliqua François. « Elle a eu un accident à la Fondation et a besoin de soins pendant sa récupération. » Mathieu observa l'interaction entre son père et la jeune femme avec un intérêt croissant. La façon dont François se déplaçait autour de Sophie, attentif à ses besoins, la manière dont ses yeux s'adoucissaient quand elle parlait, tout indiquait une transformation profonde chez l'homme qui, pendant 20 ans, avait tenu le monde, à distance. La présence de Mathieu dans le Penthouse apporta une dynamique intéressante à la cohabitation qui s'était établie entre François et Sophie. Après le choc initial, le fils de François manifesta une curiosité sincère envers la jeune femme, qui, d'une façon ou d'une autre, avait réussi ce que personne n'avait pu faire en 20 ans, briser la barrière émotionnelle que son père avait construite autour de lui-même. « Alors vous étiez élève de piano de ma mère ?» demanda Mathieu, tandis que tous trois partageaient un dîner sur la terrasse sous le ciel étoilé de Nice. « Pour une période très courte, » répondit Sophie. « J'étais toute petite, mais les souvenirs que j'ai d'elle sont très vivaces. Votre mère avait une façon particulière d'enseigner. Elle rendait la musique magique. » Mathieu sourit, un sourire mélancolique qui rappelait beaucoup celui de François. Elle avait l'habitude de dire que la musique était le langage de l'univers, que lorsque nous jouons ou chantons, nous conversons avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. « Exactement !» s'exclama Sophie, ses yeux brillants. Elle utilisait ces mêmes mots pendant les cours. C'est incroyable comme je m'en souviens, même après tant de temps. François observait l'interaction en silence, ressentant une émotion difficile à nommer. Voir son fils et Sophie converser avec animation au sujet de Céline, partager des souvenirs, célébrer son naissance. C'était comme si, d'une certaine façon, la présence de son épouse était honorée, non pas à travers le deuil et la tristesse, mais à travers la joie et la célébration de qui elle avait été. « Père, Sophie m'a parlé de la réinauguration de la Fondation », commenta Mathieu, se tournant vers François. « J'aimerais participer plus activement. Peut-être que je pourrais aider avec la partie administrative ou financière. » L'offre prit François par surprise. Ces dernières années, Mathieu s'était tenu à l'écart des affaires de la famille, préférant construire sa propre carrière dans le secteur financier. « Ce serait formidable de t'avoir impliqué, fils, » répondit François, ressentant une vague de gratitude.
La fondation était très importante pour ta mère. Je sais, dit Mathieu doucement. Je pense qu'il est temps d'honorer cet héritage. De plus, ajouta-t-il avec un regard significatif vers Sophie, il semble que vous ayez trouvé la partenaire parfaite pour revitaliser le projet. Le mot partenaire flotta dans l'air, chargé de signification qu'aucun des trois n'osa explorer ouvertement à ce moment-là. Sophie rougit légèrement, détournant son regard vers la vue du littoral illuminé, tandis que François ajustait sa cravate dans un geste nerveux qui ne lui était pas caractéristique. Dans les jours qui suivirent, Mathieu devint une présence constante dans le penthouse et à la fondation. Le rapprochement entre père et fils, facilité par la présence médiatrice de Sophie, apportait une nouvelle dimension de guérison au processus que François vivait. Des conversations qui avaient été reportées pendant des décennies avaient enfin lieu, permettant à d'anciennes blessures de commencer à cicatriser. La cheville de Sophie s'améliorait progressivement, mais elle continuait à être hébergée dans le penthouse. Ce qui avait commencé comme une nécessité pratique s'était transformé en un arrangement confortable qu'aucun des deux ne semblait pressé de terminer. La proximité de l'événement de réinauguration de la fondation servait de justification parfaite pour prolonger son séjour. Un après-midi particulièrement productif, alors que Sophie et François finalisaient les détails du programme musical pour le grand événement, le téléphone sonna. C'était Madame Moreau, avec une demande inattendue. « François, mon cher, j'ai réfléchi. Que dirais-tu d'inclure dans le concert cette sonate que Céline a composée, mais qu'elle n'a jamais présentée publiquement? J'ai la partition originale, elle me l'a donnée à garder peu avant de... Enfin, tu sais. » La suggestion prit François par surprise. Il savait que Céline avait travaillé sur une composition durant ces derniers mois, mais il n'avait jamais eu le courage de la chercher ou de poser des questions à son sujet. « Je ne sais pas, Élise, répondit-il avec hésitation. Qui pourrait la jouer? Il faudrait quelqu'un qui comprenne l'âme du morceau, le contexte dans lequel il a été créé. »« Je pense à Sophie, répondit Élise sans détour. Elle a une technique suffisante, mais surtout, elle a la connexion émotionnelle nécessaire. De plus, je pense que Céline approuverait l'idée. Ce serait comme une boucle qui se boucle. » Après avoir raccroché, François resta pensif. L'idée était audacieuse, mais d'une certaine façon, elle semblait parfaitement appropriée. Cependant, quand il présenta la suggestion à Sophie, sa réaction fut de pure panique. « Moi? Jouer une composition originale de Céline Dufresne en public. François, vous avez perdu la tête. Je n'ai pas la technique pour cela. »« Élise croit que vous l'avez, » répondit-il calmement. « Et sincèrement, je le crois aussi. Il ne s'agit pas seulement de technique, Sophie. Il s'agit de comprendre l'essence de la musique, le sentiment derrière les notes. Vous avez cela. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, un mélange de peur et d'émotion. « Je ne veux pas vous décevoir. » Ou sa mémoire. « Vous ne le ferez pas, » assura François, tenant doucement ses mains. « J'ai confiance en vous. » Ce toucher, apparemment simple, envoya un courant électrique à travers le corps des deux. Pendant un moment, ils restèrent immobiles, les mains unies, les regards connectés, une communication silencieuse plus éloquente que n'importe quel mot. Sophie fut la première à rompre le contact, reculant légèrement, confuse par l'intensité du moment. « Je vais essayer, » murmura-t-elle, « mais j'aurai besoin de beaucoup de répétitions. » Les répétitions commencèrent le jour suivant. Madame Moreau apporta personnellement la partition originale, écrite à la main par Céline, avec des annotations dans les marges qui révélaient son processus créatif. La sonate, intitulée « Renaissance », était techniquement exigeante, mais d'une beauté saisissante. « Elle a composé cela dans ces derniers mois, » expliqua Élise, tout en montrant la partition à Sophie. C'était comme si elle savait qu'elle n'aurait pas le temps de la présenter, mais néanmoins, elle avait besoin de laisser ce dernier message musical. Le piano à queue qui était resté silencieux dans la chambre de Céline pendant 20 en fut enfin rouvert. François engagea un technicien pour l'accorder, et quand les premières notes résonnèrent, ce fut comme si l'appartement lui-même soupirait de soulagement, comme si les murs avaient attendu ce son depuis longtemps. Sophie se consacra aux répétitions avec une intensité impressionnante. Ses limitations,
techniques étaient récompensées par un engagement émotionnel complet envers la musique. Des heures durant, elle répétait des passages difficiles, absorbant chaque nuance de la composition, chaque intention derrière les notes. François l'observait, fasciné par la transformation qui se déroulait sous ses yeux. Chaque jour, Sophie semblait plus connectée à l'essence de Céline, à travers cette musique. À certains moments, quand elle jouait certains passages, François avait l'impression presque surnaturelle que son épouse était présente dans la pièce, approuvant cette interprétation de son œuvre finale. Un soir, après une répétition particulièrement intense, Sophie s'arrêta brusquement au milieu d'un passage et se tourna vers François qui était assis dans un fauteuil proche. « Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. François respira profondément avant de répondre. « Oui, Céline était extraordinaire. Pas seulement talentueuse, mais sincèrement bonne. Elle voyait de la beauté en tout et en tous. Comment avez-vous fait? Après l'avoir perdue, comment avez-vous réussi à continuer? » La question, si directe et honnête, prit François au dépourvu. « Je n'ai pas réussi, en vérité, » admit-il après un moment de réflexion. « J'existais, simplement. Je respirais, travaillais, mangeais, dormais. Mais je ne vivais pas vraiment. C'était comme être figé dans le temps, incapable d'avancer. » Sophie l'observait avec des yeux compatissants, attendant qu'il continue. « Savez-vous ce qui est le plus triste ?» poursuivit-il, ressentant un besoin presque physique de partager ce qu'il avait gardé pendant si longtemps. Céline aurait détesté me voir ainsi. Elle était si passionnée par la vie, si déterminée à profiter de chaque moment. Gaspillée. 20 ans dans le deuil auraient été, pour elle, la plus grande trahison de ce que nous avions vécu ensemble. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, » dit Sophie doucement. « Je pense que c'est ce que cette musique représente, non ?»« Renaissance. » François acquiesça, sentant une émotion puissante envahir sa poitrine. « Merci, » murmura-t-il, sa voix presque un chuchotement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle confuse. « Pour m'aider à vivre à nouveau. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là contenait une intimité qui transcendait les mots. Quelque chose naissait entre eux, quelque chose de délicat et de profond, nourri par la musique et les souvenirs partagés. La veille de la grande réinauguration de la Fondation Mélodie arriva rapidement. L'auditorium avait été complètement rénové. Des invitations envoyées à des figures importantes du paysage culturel parisien et un groupe de 50 enfants de quartiers défavorisés avaient été sélectionnés pour être les premiers bénéficiaires du programme revitalisé. La nuit précédant l'événement, une nervosité palpable s'empara du penthouse. Sophie répétait obsessionnellement, déterminée à honorer la composition de Céline avec une interprétation digne. François révisait son discours d'ouverture, tandis que Mathieu coordonnait les derniers détails logistiques par téléphone. « Je pense que nous sommes prêts, » déclara finalement Mathieu, raccrochant son téléphone. « Tout est confirmé pour demain. »« Presque tout, » corrigea François, se dirigeant vers un tiroir de son bureau. Il en retira une petite boîte de velours bleu. « Il y a quelque chose que j'aimerais vous donner, Sophie. » Sophie regarda avec curiosité la petite boîte de velours bleu dans les mains de François. Mathieu, percevant l'intensité du moment, marmonna quelque chose à propos de vérifier quelques emails et se retira discrètement, les laissant seuls. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, sa voix presque un murmure. François ouvrit la boîte, révélant une délicate broche en or blanc en forme de clé de sol, avec de petits diamants incrustés. Elle appartenait à Céline, expliqua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Elle la portait lors de toutes ses représentations importantes. C'était son porte-bonheur, un cadeau de sa mère lorsqu'elle a fait sa première représentation publique à 12 ans. Sophie recula d'un pas, visiblement émue et intimidée. « François, je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi personnel, d'aussi significatif. »« Je ne vous la donne pas pour que vous la gardiez, » clarifia-t-il gentiment. « Je vous demande de la porter demain quand vous jouerez sa composition. » Céline croyait que cette broche portait l'essence de toutes les musiques qu'elle avait jamais jouées, comme si chaque note y restait imprégnée d'une certaine façon. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie. D'une main tremblante, elle toucha délicatement la broche, comme si elle craignait qu'elle ne se désintègre au contact. « Ce serait un honneur, » répondit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer ceux de François. Ce qui se passa ensuite fut un de ces moments de pure magie
qui semblent exister hors du temps. Peut-être était-ce l'émotion du moment, peut-être la proximité physique, ou peut-être simplement l'aboutissement de sentiments qui avaient grandi silencieusement entre eux. François se pencha et, avec une douceur qui contrastait avec sa réserve habituelle, embrassa Sophie. Ce fut un baiser bref, presque chaste, mais chargé de signification. Quand ils se séparèrent, tous deux semblaient également surpris par ce qui venait de se produire. « Je suis désolé », murmura François, faisant un pas en arrière. « Je n'aurais pas dû... » « Non, » interrompit Sophie, sa voix ferme malgré les larmes. « Ne vous excusez pas, pas pour cela. » Ils restèrent silencieux quelques instants, traitant la transformation qui venait de se produire entre eux. Ils n'étaient plus seulement des collègues de travail unis par un projet commun, ni seulement des amis partageant des souvenirs. Quelque chose de plus profond et plus complexe avait émergé, quelque chose qu'ils craignaient tous deux de nommer, de peur d'en briser le charme. « Je pense que nous devons nous reposer, » dit finalement Sophie. « Demain sera un grand jour. » François acquiesça, incapable de faire confiance à sa propre voix. Sophie tint la petite boîte avec la broche contre sa poitrine et se dirigea vers la chambre d'amis, le laissant seul avec ses pensées tourbillonnantes. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement pour aucun des deux. François, dans sa chambre, revivait le baiser dans son esprit, essayant de comprendre le tourbillon d'émotions qui le traversait. Il y avait de la culpabilité, oui, la sensation de trahir la mémoire de Céline. Mais il y avait aussi une certitude croissante que, d'une façon inexplicable, sa défunte épouse approuverait cette connexion. Sophie, quant à elle, contemplait la broche à la lumière de la lampe de chevet, sentant son poids symbolique. Comment une jeune femme qui avait commencé comme femme de ménage en était arrivée là sur le point d'interpréter une composition inédite d'une pianiste renommée, développant des sentiments pour le veuf qui, pendant 20 ans, n'avait aimé personne. La vie avait vraiment des chemins mystérieux. Le matin de la grande réinauguration se leva avec un ciel parfaitement bleu sur Nice, comme si la nature elle-même bénissait l'événement. L'ancien hôtel particulier qui abritait la Fondation Mélodie était impeccable, décoré d'arrangements de fleurs méditerranéennes et de bannières annonçant le retour du programme éducatif. Journalistes, personnalités du monde culturel, potentiels sponsors et, le plus important, les enfants sélectionnés pour le programme commencèrent à arriver à l'heure prévue. François, vêtu d'un costume sombre impeccable, recevait les invités avec une cordialité qui surprenait ceux qui ne le connaissaient que comme l'entrepreneur reclus des dernières années. Dans les coulisses de l'auditorium, Sophie ajustait la robe bleu marine simple mais élégante qu'elle avait choisie pour l'occasion. La broche de Céline, fixée près du cœur, brillait délicatement sous les lumières. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle révisait mentalement la partition de la sonate Renaissance. Nerveuse, la voix de Mathieu surgit derrière elle. Sophie se retourna souriant tensément. Terrifiée serait une description plus précise. Mathieu sourit, un sourire qui rappelait beaucoup celui de son père. Vous savez, ma mère disait souvent que la nervosité avant une représentation n'est que le corps qui se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire. Votre mère semblait toujours avoir les mots justes, commenta Sophie. Oui, elle les avait, acquiesça Mathieu, son regard devenant pensif. Vous savez, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu mon père aussi vivant, aussi présent qu'il l'a été ces dernières semaines. C'est comme si une lumière avait été rallumée en lui. Sophie rougit légèrement, ne sachant pas comment répondre. « Ce que je veux dire, continua Mathieu, c'est merci d'avoir ramené mon père à la vie. Et, si cela signifie quelque chose pour vous, je suis certain que ma mère approuverait ce qui se passe entre vous. » Avant que Sophie ne puisse répondre, une assistante apparut pour annoncer que la cérémonie était sur le point de commencer. Mathieu serra doucement son épaule en signe de soutien et sortit pour rejoindre les invités. Sur la scène principale, François débuta la cérémonie avec un discours émouvant sur l'histoire de la Fondation, la vision originale de Céline et la signification de la revitalisation du projet. Sa voix, normalement contrôlée et formelle, vibrait d'une émotion sincère qui captiva l'audience dès le premier instant. « La musique a le pouvoir de construire des ponts », dit-il, répétant les mots que Céline utilisait souvent. Des ponts, entre les personnes,
entre les communautés, entre le passé et le futur. Aujourd'hui, en réinaugurant la Fondation Mélodie, nous reconstruisons un pont très spécial, un pont vers le rêve que mon épouse, Céline, a imaginé il y a plus de 20 ans. Ses yeux parcoururent l'assemblée, trouvant les visages attentifs des enfants qui bénéficieraient du programme, les yeux émus de Madame Moreau au premier rang, le sourire fier de Mathieu. Et, au fond de l'auditorium, Sophie, attendant son moment d'entrée en scène. Pour clôturer cette cérémonie, j'ai l'honneur de présenter quelque chose de très spécial, continua François. Une composition inédite de Céline Dufresne, créée dans les derniers mois de sa vie, jamais présentée publiquement auparavant. Renaissance sera interprétée aujourd'hui par la talentueuse pianiste Sophie Martin, dont la connexion avec l'œuvre de Céline transcende le temps et les circonstances. Sophie n'a pas seulement revitalisé ce projet, mais a également ramené la musique dans cette fondation et dans ma vie. La dernière phrase non planifiée s'échappa de ses lèvres, comme une confession spontanée, provoquant des murmures, surpris dans l'assemblée. François ne s'en soucia pas. C'était le moment d'assumer publiquement ce qu'il ne pouvait plus nier dans son cœur. Sophie marcha jusqu'au piano d'un pas ferme, malgré sa nervosité. La broche de Céline brillait, sous les lumières de la scène, comme une petite étoile guidant son chemin. Elle s'assit, ajusta le tabouret, respira profondément et posa ses doigts sur les touches. Les premières notes de Renaissance remplirent l'auditorium, délicates comme des gouttes de pluie au début d'un orage. La composition commençait comme une lamentation, des notes graves et mélancoliques qui évoquaient la perte et la tristesse. Progressivement, cependant, la mélodie évoluait, incorporant des éléments plus légers, comme des rayons de soleil perçants entre des nuages sombres. Sophie jouait avec un engagement émotionnel qui compensait toute limitation technique. Ses doigts semblaient guidés par une force au-delà d'elle-même, comme si Céline, d'une certaine manière, était présente, conduisant l'interprétation de son œuvre finale. Dans l'assistance, il n'y avait pas un seul œil sec. Madame Moreau pleurait ouvertement, reconnaissant dans les notes l'essence de sa chère amie. Mathieu tenait fermement la main de sa fiancée, ému de finalement comprendre, à travers cette musique, la profondeur de l'amour que ses parents avaient partagé. Et François sentait comme si les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'effondraient enfin complètement. La musique de Céline, interprétée par Sophie, était comme un pardon, une bénédiction, une libération. Les dernières notes, triomphantes et lumineuses, déclaraient sans mots ce que le titre annonçait déjà. Renaissance. Lorsque la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence absolu, comme si l'audience avait besoin de temps pour traiter l'expérience émotionnelle. Puis, comme une vague, l'ovation commença. Les gens se levèrent, applaudissant avec ferveur, certains essuyant encore des larmes. Sophie se leva, visiblement émue, et fit une révérence. Ses yeux cherchèrent François au premier rang, trouvant en lui un regard d'admiration et quelque chose de plus, quelque chose qui fit accélérer son cœur. La réception qui suivit la cérémonie fut un tourbillon de félicitations, de promesses de parrainage et de couverture médiatique. Le projet avait été un succès retentissant, garantissant l'avenir de la Fondation et de son programme éducatif. Mais pour François et Sophie, le véritable triomphe était beaucoup plus personnel. Ils trouvèrent un moment de relative intimité dans un coin du jardin de l'hôtel particulier, où les étoiles commençaient à parsemer le ciel niçois. « Vous avez été incroyable, » dit François, sa voix chargée d'émotion. Céline aurait été fière. « J'espère que oui, » répondit Sophie doucement. J'ai senti comme si elle était avec moi d'une certaine façon, guidant mes mains. François prit ses mains entre les siennes, la regardant directement dans les yeux. À propos d'hier soir, le baiser. Vous ne regrettez pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, un léger tremblement dans sa voix. Non, répondit-il fermement. Je ne regrette pas. En fait, c'est la première chose en 20 ans que je ressens avec une certitude absolue. Sophie, vous avez ramené la musique dans ma vie, dans tous les sens possibles. Je sais que cela semble fou, que nous nous connaissons depuis peu de temps, qu'il y a des différences entre nous, mais certaines connexions transcendent le temps et la logique, compléta-t-elle, serrant doucement ses mains, comme des ponts invisibles. Le sourire qui illumina le visage de François à ce moment-là
était le même que Céline avait aimé des décennies auparavant, un sourire qui était resté endormi pendant 20 longues années, et qui maintenant, enfin, s'éveillait. À nouveau. 6 mois plus tard, la Fondation Mélodie était un succès consolidé. Le programme éducatif accueillait plus de 200 enfants, et de nouvelles unités étaient planifiées dans d'autres quartiers. Mathieu avait assumé la direction administrative, se révélant être un gestionnaire talentueux et dévoué, tout en maintenant son propre travail dans le secteur financier. Sophie, désormais diplômée en pédagogie, partageait son temps entre l'enseignement à la fondation et le développement de son talent musical, avec des cours formels de piano et de composition. La broche de Céline, que François avait insisté pour qu'elle garde après la représentation, était devenue son propre porte-bonheur. Quant à François, la transformation était visible pour quiconque l'avait connu avant. L'homme austère et reclus avait cédé la place à quelqu'un qui souriait facilement, qui s'émouvait aux représentations de ses élèves, qui parlait ouvertement du passé sans que la douleur n'obscurcisse les souvenirs heureux. Par un après-midi particulier, François emmena Sophie au cimetière où Céline était enterrée. C'était la première fois en 20 ans qu'ils visitaient l'endroit avec le cœur en paix. Ensemble, ils déposèrent des fleurs blanches sur la pierre tombale. « Elle vous aurait aimé », dit François, son bras autour des épaules de Sophie. « En fait, je suis certain que d'une certaine façon, c'est elle qui vous a envoyé vers moi. » Sophie sourit, se blottissant contre lui. « Des ponts invisibles, murmura-t-elle. Certaines connexions sont trop fortes pour être rompues, même par le temps ou la distance. » Tandis qu'ils quittaient le cimetière, main dans la main, François ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. L'amour pour Céline ferait toujours partie de lui, une mélodie douce et éternelle dans son cœur. Mais maintenant, une nouvelle composition commençait, une qui parlait de seconde chance, de renaissance, de pont entre le passé et le futur. Et, comme toute bonne musique, celle-ci promettait d'être belle dans sa complexité, riche dans ses harmonies et profondément, immensément vivante.